Alors, je commence rapidement par resituer un petit peu le droit d'auteur dont on va parler ce matin dans l'ensemble du dispositif qui, en droit français, permet de protéger la propriété intellectuelle. Il y a deux grands blocs de droit. Il y a un bloc qui est la propriété littéraire et artistique. Et ça, c'est un droit qu'on appelle ab initio, c'est-à-dire que c'est un droit qui existe dès que l'œuvre est créée. On n'a pas de démarche particulière à faire pour qu'il s'applique. Et l'autre bloc, c'est la propriété industrielle. Et là, c'est un peu l'opposé. C'est une couche supplémentaire, on va dire, une protection commerciale qu'on achète, qui n'a rien d'automatique. Alors, ces deux blocs de propriété s'appliquent à des objets différents. La propriété littéraire et artistique, elle s'applique à tout ce que la loi appelle les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire des travaux artistiques, des travaux intellectuels et également des logiciels qui sont considérés comme un travail intellectuel. Et on y a rajouté les bases de données. Alors, pas pour le contenu des bases de données, mais pour l'architecture et l'organisation des informations. On a considéré que la conception d'une base de données, c'était aussi un travail intellectuel couvert par la propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle, elle, en revanche, elle va plutôt s'appliquer au monde des artefacts. On va trouver les inventions, les objets, les composants, les procédés de fabrication. Tout ça, ça peut être protégé au titre de la propriété industrielle. On va trouver les dessins et modèles, pas au sens artistique, hein, pas le dessin œuvre d'art, mais vraiment le dessin qui permet de fabriquer un objet. On va trouver les marques commerciales, appellations géographiques d'origine contrôlée, etc. Et on va trouver les obtentions végétales. C'est un cas un peu particulier. Alors, qu'est-ce qui va s'appliquer pour protéger ces différents objets ? Sur les œuvres de l'esprit et sur les logiciels, on va trouver deux types de droits. Le droit d'auteur, dont on va parler aujourd'hui, et vous voyez que ça n'est qu'une petite brique de l'édifice, et des droits voisins. En gros, le droit d'auteur, c'est pour le créateur de l'œuvre, et les droits voisins, ce sont pour des gens qui ont concouru à sa réalisation sans en être les auteurs directs. Je détaillerai un petit peu. La base de données, c'est un droit particulier, qui n'est pas le droit d'auteur au sens strict. En termes de propriété industrielle, les moyens de protection qu'on va trouver, pour les objets, c'est le brevet. Ça, c'est assez connu. Pour les dessins, les modèles, les marques, c'est le dépôt. Quand vous avez l'expression modèle déposé, marque déposée, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a eu un acte de dépôt. Alors en France, à l'Institut national de la propriété industrielle. Et pour les obtentions végétales, il y a un système de certificats, mais il y a également des brevets qui existent. Enfin là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, qui va bénéficier de ces protections ? Le droit d'auteur, c'est le créateur ou les créateurs de l'œuvre. Dans le cas d'un article avec de nombreux auteurs, de nombreuses signatures, tous seront à égalité titulaires d'un droit d'auteur. Les droits voisins, hein, souvent, ceux qui en bénéficient, ce sont les interprètes, c'est-à-dire un comédien ou un musicien qui interprète une œuvre qui n'est pas vraiment de lui, mais en même temps, qui, sans son interprétation, elle n'existerait pas telle qu'elle. Et les producteurs, notamment dans le domaine audiovisuel. Pour la base de données, c'est le concepteur. Et dans tous les cas de propriété industrielle, celui qui va être titulaire des droits de protection, c'est la personne physique ou plus souvent l'organisme au nom de qui le brevet ou le dépôt de marque a été effectué. Donc, ce n'est pas forcément l'inventeur lui-même, hein, dans certains cas. Là, la notion de création n'intervient pas, c'est vraiment l'acte de dépôt du brevet. Autre précision, avant d'aborder vraiment la question de la publication scientifique, le champ d'application du droit d'auteur. Je vous ai mis les définitions, enfin les expressions utilisées dans le code de la propriété intellectuelle. Ce qui est vraiment très important à retenir et ce sur quoi j'insiste, c'est que le droit d'auteur s'applique à des œuvres qui sont réalisées. Il faut vraiment que ça ait pris forme. Il n'y a pas de droit d'auteur sur une idée pure. Si vous avez l'idée d'un article, mais que vous ne l'écrivez pas, votre idée n'est pas protégée par le droit d'auteur. De la même manière, hein, le droit d'auteur couvre vraiment la forme sous laquelle sont exprimées des idées ou sous laquelle sont traitées des données, mais il ne couvre pas les idées, les données elles-mêmes. Un exemple, si vous faites une enquête ou une expérience, vous écrivez un article traitant des résultats de cette enquête, les présentant, les interprétant. L'article va donner lieu à un droit d'auteur
qui couvre la formulation, qui couvre ce que vous avez écrit, mais les données elles-mêmes de votre enquête ne sont pas englobées dans ce droit d'auteur, dans le droit d'auteur lié à l'article. Donc vraiment, on est dans un droit qui s'attache à des objets formels, dans la forme sous laquelle ils ont été exprimés. Le droit d'auteur en France, il a deux composantes, et on verra que c'est ça aussi qui donne de l'importance aux éditeurs. Il y a un bloc qu'on appelle les droits moraux. L'objectif des droits moraux, c'est de protéger la qualité d'auteur. Donc ça veut dire qu'il a des droits de paternité, de respect de l'œuvre, de divulgation, de retrait. En gros, ça signifie qu'on doit toujours reconnaître sa qualité d'auteur. On ne peut pas s'approprier ce qu'il a créé. On ne doit pas dénaturer son œuvre. On doit toujours la respecter telle qu'elle a été fixée, formée, publiée. Et on ne peut pas forcer un auteur à publier quelque chose qu'il a écrit et qu'il souhaite garder par-devers lui. Ça, c'est un droit imprescriptible, c'est-à-dire qu'il ne s'éteint jamais. Même quand l'auteur est mort, ses héritiers continuent à exercer ce droit. L'autre bloc, qui lui est l'objet de beaucoup plus d'enjeux économiques, c'est le bloc des droits patrimoniaux. L'objectif des droits patrimoniaux, c'est d'encadrer l'exploitation de l'œuvre, sachant que cette exploitation, dans certains cas, elle peut être commerciale. Donc il y a deux grands droits, il y a le droit de reproduction et le droit de représentation. Reproduction, vous imaginez, c'est tout ce qui est scan, photocopie. Représentation, c'est très très large, ça couvre des choses très diverses. Une traduction dans une langue étrangère, c'est une représentation. Une lecture publique d'un article, c'est une représentation. La mise en ligne sur Internet, c'est une représentation. Donc il y a vraiment énormément de choses qui sont derrière ces deux notions. Ça, ces droits patrimoniaux, ils sont limités dans le temps. Ils ne durent pas perpétuellement. Ceci dit, ils ont une durée d'activité quand même longue. C'est 70 ans après la mort de l'auteur, ou 70 ans après la publication dans le cas d'une œuvre collective. Quand ce délai est éteint, l'œuvre tombe dans le domaine public. Et à partir du moment où elle est dans le domaine public, donc, son contenu est utilisable sans qu'il y ait des droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont éteints. Je fais un peu le parallèle parce que dans le domaine de la publication scientifique, il y a un certain nombre de revues anglo-saxonnes qui ne s'alignent pas sur le système de droit français, qui, elles, sont calées sur un système qui s'appelle le copyright. Donc, un petit point, on arrive quand même à avoir vraiment des passerelles et des similitudes entre les deux systèmes. À l'origine, le copyright, c'est surtout utilisé dans les pays de droit anglo-saxon. Et c'est un système juridique qui est très tourné sur l'exploitation économique des œuvres. Donc ça désigne l'ensemble des droits d'exploitation. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a appelé les droits patrimoniaux dans la diapo précédente. Il y a quelques différences entre copyright et droits patrimoniaux, je ne vais pas les détailler. Ça se rapproche énormément. Ça se rapproche d'autant plus du système de droit d'auteur que nous connaissons, qu'il y a une convention internationale, la Convention de Berne, qui est aujourd'hui signée par 165 pays. L'objectif de cette convention, c'est d'harmoniser un peu la protection, la propriété littéraire et artistique dans les différents pays, pour que si vous publiez un article en France, que vous bénéficiez d'une protection non seulement en France, mais aussi dans les pays étrangers où l'article pourrait être lu et utilisé. Et cette convention introduit aussi un droit moral minimum, y compris dans les pays où elle n'existait pas. C'est-à-dire droit moral minimum, paternité et respect de l'œuvre. La différence, c'est que dans certains cas, il peut être limité dans le temps. Il n'est pas toujours imprescriptible comme en France. Mais donc, on va se retrouver dans la plupart des pays avec un système où on aura quand même le droit moral et puis des droits d'exploitation, des droits patrimoniaux fonctionnant soit sous le système français, soit sous le système de copyright. Traduction concrète, quand vous êtes utilisateur, appliquer le droit moral, ça veut dire que vous citez très rigoureusement. Si jamais vous vous appropriez ce qui a été écrit ou créé par quelqu'un d'autre, c'est du plagiat. Et juridiquement, ça tombe sous le coup de la juridiction contre la contrefaçon. C'est considéré comme une contrefaçon, le plagiat. Inversement, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas dénaturer ce que vous attribuez à un auteur. Il ne faut pas faire dire à un auteur ce qu'il n'a pas dit. Voilà. Donc ça veut dire être très rigoureux sur ces citations. Donc c'est une application d'ordre moral, on va dire.
L'application des droits patrimoniaux, en revanche, elle se traduit souvent par des espèces sonnantes et trébuchantes. Il y a une partie déjà sur laquelle on ne vous demande pas votre avis, mais vous payez de fait un certain nombre de taxes, directement ou indirectement, pour rémunérer l'exploitation des œuvres. Par exemple, quand vous achetez un appareil photo numérique, quand vous achetez des DVD vierges, il y a des taxes destinées à compenser l'éventuel préjudice économique que pourrait causer la copie privée. Si vous êtes dans un établissement d'enseignement supérieur, vous avez peut-être eu à remplir des déclarations indiquant quels ouvrages vous aviez photocopiés et utilisés dans votre activité d'enseignement dans l'année. Cette déclaration-là, elle donne lieu au paiement d'un dédommagement forfaitaire. Donc, il y a déjà des compensations financières qui existent, même si vous ne le savez pas toujours. Et puis en plus, quand vous avez précisément besoin d'utiliser une figure, une illustration, un extrait publié par quelqu'un d'autre pour une de vos publications, vous êtes dans l'obligation, si ce n'est pas dans le domaine public, d'obtenir une autorisation. Et cette autorisation, dans certains cas, elle sera payante. Alors, très concrètement, puisqu'il y a un certain nombre de doctorants dans la salle, ce que je vous conseille vraiment, c'est de toujours noter très scrupuleusement vos sources, parce que tant que vous êtes en phase de rédaction de la thèse, vous n'y pensez pas toujours. Et puis, au moment où vous déposez la thèse en vue de la soutenance, on va vous demander votre accord pour que la thèse soit stockée sous forme numérique et soit consultable également par le public. À partir du moment où elle est consultable par le public, ça veut dire qu'il faut que ce qu'il y a dans votre thèse soit tout à fait réglo au niveau des droits. Notamment, on vous demandera de certifier que vous êtes titulaire des droits d'exploitation, que vous êtes en règle pour toutes les illustrations, toutes les figures. Donc ça veut dire que si vous avez emprunté, vous avez photocopié une carte ici ou récupéré un schéma, un graphique, une photo ailleurs, si vous n'avez pas pris la peine de vous assurer que vous aviez le droit de l'utiliser, vous risquez d'être obligé de l'enlever. Et ça peut faire perdre quand même de la force à votre argumentation. Donc il faut vraiment vérifier si ce qu'on utilise est libre de droit, et si ça ne l'est pas, il faut penser à demander à l'éditeur ou à l'auteur l'autorisation de reproduire et d'exploiter ce document. Alors, dans quelques cas, on est dispensé de ces droits patrimoniaux, donc dispensé de cette obligation d'autorisation préalable. Des usages strictement privatifs, la copie privée, pour les vidéos, enfin pour les DVD, ça s'appelle représentation dans le cercle de famille. Donc en gros, des choses qui ne sortent pas de la sphère privée. Certains droits bien particuliers, il y a un droit de citation qui fait que vous pouvez citer de courts extraits d'une œuvre sans contrevenir aux droits patrimoniaux. Droit d'information, droit de rendre compte de discours publics. Mais c'est vraiment limité à des extraits, le droit de citation. On fait une exception aussi pour certains genres d'expression, le pastiche, la parodie, la caricature ou les revues de presse. Vous comprenez bien que ça a besoin de réutiliser soit les articles de presse d'origine, soit les œuvres pastichées, parodiées. Donc on accepte cette entorse au droit d'auteur. Il y a également certaines actions qui en sont dispensées. Le premier cas, alors très précis, vraiment, l'établissement de catalogues de vente judiciaire. On a le droit de reproduire les objets en vente, même s'ils sont couverts par du droit d'auteur. Et puis, les bibliothèques, archives, centres de documentation, musées ont le droit de reproduire des œuvres quand c'est une reproduction qui a pour objectif soit de les conserver durablement, parce que parfois il y a un certain nombre de supports qui s'abîment, et qu'on doit reproduire pour les conserver en bon état, ou bien quand ça permet d'en rendre possible la consultation pour un public handicapé. Par exemple, on numérise un texte pour pouvoir le passer en synthèse vocale, pour que des aveugles éventuellement puissent y avoir accès. Donc ça fait partie des cas dans lesquels on peut se dispenser des droits patrimoniaux. Et puis il y a une exception pédagogique. Je vous ai parlé de l'accord pour la reprographie. Sachez qu'il y a aussi des conventions avec diverses sociétés de gestion collective pour permettre l'utilisation en situation d'enseignement et de communication scientifique
permettre l'utilisation de larges extraits d'œuvres audiovisuelles. Donc ces conventions permettent d'utiliser jusqu'à 30% d'une œuvre. Là aussi, hein, on ne le sait pas forcément, mais elles donnent lieu à une compensation financière de la part du ministère au niveau national, pour qu'on ait ce droit-là. Et puis, un cas aussi bien particulier qui se répand, c'est le cas de ressources numériques. On trouve très souvent des choses sur Internet. Et dans un certain nombre de cas, l'auteur de ces ressources a pris la peine de manifester expressément son accord pour que vous réutilisiez les ressources qu'il met à votre disposition. Il y a notamment un système de licence qui s'appelle les Creative Commons, qui se traduit par des petits logos, des licences GPL, d'autres formules aussi, hein, ce n'est pas exhaustif, mais à partir du moment où un auteur met quelque chose en ligne et dit clairement vous pouvez le réutiliser librement et précise s'il vous autorise à le faire pour des réutilisations commerciales ou pas, à l'identique ou pas, à ce moment-là, vous pouvez vous prévaloir de ce consentement. A priori, les supports de cours d'un très grand nombre d'institutions, des urfistes en tout cas, sont tous sous licence Creative Commons et réutilisables. Et puis, il y a un certain nombre de ressources aussi qui sont vraiment produites et négociées dans le but d'être utilisées par les universités. C'est le cas, par exemple, si vous allez sur le site du CERIMES, qui est le centre répertoriant les ressources multimédia pour l'enseignement supérieur. Vous y trouverez banque d'images, banque de vidéos, banque de cours audio qui sont librement réutilisables. Dans tous ces autres cas, il faut faire le travail de rechercher le titulaire des droits et de demander ou d'acheter le droit nécessaire si l'œuvre n'est pas dans le domaine public. Alors parfois c'est compliqué, hein. Il peut y avoir des cas où on n'arrive pas à retrouver le titulaire des droits parce que c'est parfois complexe de savoir qui au départ a fait une photo qu'on a vue sans légende particulière dans un article donné. Donc en cas de recherche infructueuse, si vous êtes de bonne foi, vous pouvez toujours utiliser la mention tout droit réservé. Tout droit réservé, ça veut dire que si la personne qui est titulaire des droits se reconnaît, il pourra intervenir et réclamer. Alors, il y a un droit d'auteur, mais il y a plusieurs titulaires. Vous l'aurez déjà compris en filigrane à travers ce que je viens de dire. Le droit moral, il est inaliénable. Donc, il est exercé par l'auteur, puis par ses héritiers, ses représentants légaux. L'auteur ne peut pas le céder. On ne peut pas arrêter d'être auteur de ce qu'on a créé. Il y a un cas particulier pour les fonctionnaires. Lorsqu'ils produisent un travail intellectuel dans le cadre de leur emploi. Il y a donc, dans certains cas, on va leur reconnaître un droit d'auteur, mais il sera un petit peu limité. Notamment, on leur interdira le droit de retrait, c'est-à-dire que c'est leur employeur qui décidera s'il faut ou pas publier le travail. Je vous donne l'exemple, vous êtes employé à établir un annuaire des centres de recherche de Midi-Pyrénées. Vous êtes payé pour cela. Ce n'est pas à vous de décider s'il va être rendu public ou pas. A priori, c'était une commande de votre employeur. Donc, dans ce cas-là, vous avez un droit d'auteur, mais il est limité. Et s'il y a des utilisations commerciales, ça donne lieu à un contrat particulier avec votre employeur. Dans le cas des publications, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, ces restrictions ne s'appliquent pas. On considère qu'ils font partie des professions fondées vraiment sur l'autonomie intellectuelle et donc ils exercent pleinement leurs droits d'auteur. Les droits patrimoniaux, eux, ils peuvent tout à fait être cédés et ils le sont très souvent. À l'origine, c'est l'auteur qui les détient, mais cas de figure le plus fréquent, l'auteur, par contrat d'édition, cède à son éditeur ses droits patrimoniaux. C'est le cas de figure classique, on va dire, hein, c'est vraiment très fréquent. On a aussi un autre type d'acteur qui peut intervenir, ce sont les sociétés de gestion collective. Par exemple, dans le cas dont je vous ai parlé de l'accord sur la photocopie, on ne va pas payer à chaque éditeur ou chaque auteur une compensation pour les ouvrages qu'on photocopie. On va négocier globalement et donc il y a une société qui en l'occurrence s'appelle le CFC, Centre français du copyright, qui va représenter l'ensemble des auteurs et éditeurs et qui va collecter et percevoir entre eux cette rémunération. Dans le cas où il n'y a pas de contrat d'éditeur, il peut arriver que l'auteur exerce lui-même ses droits patrimoniaux.
c'est un cas de figure qui commence à se répandre en fait avec notamment les blogs et les carnets de recherche, puisque c'est une forme d'auto-édition dans laquelle l'auteur du blog n'a pas forcément de contrat avec un éditeur particulier. Et puis, on peut avoir d'autres organismes qui sont cessionnaires, parce qu'un droit, il peut être cédé, et puis si celui qui le reçoit peut le recéder à nouveau. Ça peut être en cascade, les cessions. Donc, on peut avoir un grand nombre de titulaires des droits patrimoniaux, d'où vous imaginez aussi des situations parfois un petit peu compliquées quand il s'agit de percevoir des rémunérations. Alors là, je vous ai mis des exemples de contrats d'édition de revues scientifiques illustrant un peu les différents cas de figure possibles. Ici, une cession exclusive, c'est-à-dire vous donnez tout à l'éditeur et vous n'avez plus... Enfin, vous donnez tout. L'auteur concède tous ses droits à son éditeur et n'en conserve aucun. Dans ce cas de figure-là, l'auteur ne peut même pas réutiliser le texte qu'il a fourni. On considère aussi que c'est une contrepartie du travail de l'éditeur, parce que l'éditeur, il n'a pas juste pour vocation d'être le parasite des auteurs. Il fait quand même un vrai travail éditorial, justement, de constitution du sommaire d'une revue, de validation, de relecture, de diffusion sur papier ou sur Internet. Donc il y a aussi un travail. Ça, c'est un modèle sans cession exclusive, c'est-à-dire on autorise l'éditeur à reproduire, mais l'auteur conserve la possibilité de publier par ailleurs librement. Et on a un modèle encore plus souple. Là, l'éditeur a juste le droit de publier sur son site internet et rien d'autre. Et l'auteur conserve tous les autres droits. Donc, soyez attentifs. Si vous avez à publier, lisez attentivement le contrat d'éditeur qui vous est proposé. Il y a donc plusieurs politiques possibles. Ce qui a fait bouger les choses, c'est, comme Muriel vous en a parlé, le développement de l'open access et des archives ouvertes. Donc, c'est notamment poser la question pour les chercheurs de pouvoir déposer dans des archives ouvertes, même s'ils avaient, par ailleurs, publié dans une revue. Donc, au début, certaines revues ont un peu coincé, puis progressivement, ça s'est quand même assoupli. Et donc, de plus en plus d'éditeurs, y compris commerciaux, acceptent qu'un auteur dépose aussi ses papiers dans un réservoir d'archives ouvertes. Alors, il y a des variantes. Il autorise le préprint, le post-print, la version telle que publiée ou pas. Il demande un délai, ils n'en demandent pas. C'est très varié. Pour s'y retrouver dans cette jungle, il y a un site donc, issu du consortium Spark dont on a parlé tout à l'heure, un site qui s'appelle Sherpa, qui recense un peu toutes les négociations conduites avec les éditeurs. Et Sherpa a entre autres choses un projet qui s'appelle Roméo. Dans Roméo, vous trouvez recensé la politique des revues scientifiques. Là, j'ai pris l'exemple dans Sherpa Roméo, donc des carnets de géologie. Vous voyez que c'est une publication qui autorise l'archivage du préprint, du postprint et qui autorise même l'archivage de la version PDF telle que produite par l'éditeur. Donc n'hésitez pas à aller vérifier là-dedans si jamais vous avez un doute sur votre éditeur. Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment un monde où il y a des acteurs et des intérêts différents et ça serait une grosse erreur d'imaginer que tout est monolithique. Les éditeurs, ce n'est pas un bloc. Les auteurs, ce n'est pas un bloc. Il y a vraiment des choses assez complexes. Les éditeurs et producteurs, ce qu'ils ont en commun, c'est que leur priorité, c'est la diffusion. L'objectif d'un éditeur, c'est vraiment diffuser ses publications. C'est commercial ou pas, la diffusion. L'éditeur lui-même, il est commercial ou il ne l'est pas. Et il peut être non commercial, mais avoir des stratégies très mercantiles, tout comme il peut dans certains cas être commercial et en même temps un peu plus souple. Il faut nuancer un petit peu les comportements. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'un certain nombre d'entre eux se posent le problème de la survie économique, tout simplement. Parce que même si on abandonne le papier, si on passe à l'électronique, ça continue à coûter quand même, malgré tout, de publier une revue électronique. Il faut de l'infrastructure informatique, il faut du travail éditorial humain, il faut des évaluateurs. Voilà, il y a quand même des coûts derrière tout ça. Et il y en a un certain nombre qui sont un petit peu étranglés, qui ont du mal à le gérer. Et il y en a d'autres qui, au contraire, le gèrent très bien et en tirent profit. Donc,
la gamme des éditeurs et producteurs de données est vaste. Ce qui est vrai, c'est que comme très souvent, ils se retrouvent titulaires des droits patrimoniaux, ils sont les plus enclins à demander la compensation d'un manque à gagner théorique. C'est sur cette idée d'un manque à gagner théorique qu'on a mis en place des dispositifs comme le droit de prêt. Par exemple, le fait que les bibliothèques prêtent gratuitement à leurs utilisateurs des livres, ça peut être perçu, on peut considérer qu'il y a un manque à gagner du coup pour les éditeurs, parce qu'on peut dire c'est autant de livres non vendus. Donc il y a une compensation financière qui a été mise en place. Adopi, ça reposait un peu sur la même idée. Ça reposait sur l'idée que le partage de fichiers entre internautes, au fond, c'était directement un manque à gagner pour les éditeurs et les producteurs qui ne vendaient pas. C'est bon, j'ai le temps ? C'est ma dernière diapo. Les auteurs, c'est pareil, c'est pas non plus monolithique. On a vu qu'il y avait une tension entre leur logique, un auteur scientifique, il a sa logique de carrière qui va lui imposer peut-être certaines publications. Il peut lui-même d'ailleurs être évaluateur dans certaines revues, donc il peut vraiment être partie prenante d'un système. Et puis inversement, il peut aussi avoir le désir de s'engager vers une publication, en faveur d'une publication libre. Donc c'est pas non plus aussi homogène qu'on croit, le bloc des auteurs. Du point de vue des institutions, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un engagement national en faveur de la voie verte. Il y a un engagement pour la promotion d'un accès libre à l'information scientifique et technique. Ça ne fait pas de doute. En revanche, là où on est parfois un petit peu en retrait, ou en tout cas on a du mal à passer, comme le disait Emmanuel, de la rhétorique à la pratique, c'est la question de la défense du droit moral. Il y a d'autres pays dans lesquels le plagiat est beaucoup plus sévèrement sanctionné, beaucoup plus mal vu qu'en France. En France, c'est en train de bouger. On commence vraiment à mettre la question sur la table, parce qu'il y a eu un tabou un peu aussi là-dessus. Mais défendre le droit moral, ce n'est pas encore ce sur quoi on est les meilleurs, me semble-t-il. On a encore quelques progrès à faire là-dessus. Donc ça passe aussi par de la sensibilisation, par de la formation, par l'intériorisation de certaines pratiques par la communauté. Le nombre d'articles qui ont été retirés pour plagiat, ça met quand même en cause la crédibilité du système, ça pose la question de la crédibilité des évaluateurs, donc ça va réellement devenir un problème pour la communauté. Et puis, en plus de ces acteurs, il y a de plus en plus de tiers, qui sont des gens qui fournissent d'autres services. On a des agrégateurs de contenus, c'est-à-dire des gens, notamment sur Internet, qui vont rassembler des contenus éparpillés sur d'autres sites. On a des gens qui fournissent les documents eux-mêmes, qui font un service de fourniture matérielle. Des gens qui proposent des services de recherche et d'accès. Donc, on a de plus en plus d'acteurs variés. Et il y a une polémique récente dont vous avez peut-être entendu parler sur le service INIS-TREFDOC qui illustrait cette diversité. En gros, le service proposait une banque de données bibliographiques gratuite, recensant des tas d'articles gratuitement, et proposait là-dessus la fourniture d'une copie des articles. Donc c'était un vrai service en plus, qu'il était assez juste de faire payer. Simplement, du coup, il fallait s'assurer de l'autorisation des éditeurs des articles qu'on fournit ainsi. Donc il y avait une convention avec le CFC, mais il se trouvait que les termes de la convention ne sont pas toujours archi-limpides. Et en plus, un phénomène auquel on n'avait pas pensé au départ, c'est le nombre croissant d'auteurs qui ne sont pas forcément publiés par un éditeur, qui mettent leurs documents dans un réservoir d'archives ouvertes, donc qui gèrent eux-mêmes leurs droits patrimoniaux et qui n'ont pas envie, qui tiennent à être diffusés librement et gratuitement. Et du coup, ce dispositif de l'INIST ne correspondait pas à leur volonté. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien vers la revue de presse parce qu'il y a eu il y a réellement eu polémique et toutes sortes d'articles là-dessus. Mais c'est un peu une illustration de la complexité des intervenants dans ce domaine. Voilà. Et pour terminer, c'était quelques liens de référence pour des documents utiles. Voilà.
Bonjour, merci pour votre exposé. J'ai une question concernant le droit des données. Vous nous avez indiqué qu'il n'y avait pas de droit patrimonial sur les données. Qui est propriétaire des données qui sont produites dans le cadre d'un laboratoire? Un, lorsqu'on est étudiant, doctorant, et deux, lorsqu'on est titulaire. Alors, il y a un droit à partir du moment où ces données seront exprimées sous une forme quelconque. Mais a priori, c'est le laboratoire qui est propriétaire des résultats d'expérience et des conduits en son sein. Mais si vous faites des expériences en particulier, si vous formalisez un article utilisant certaines données, vous serez propriétaire de l'article. En revanche, pas forcément des données elles-mêmes. Ça, c'est aussi suivant. Il y a des labos dans lesquels vous avez l'obligation d'alimenter des bases de données interlabos ou nationales ou internationales. Il y en a d'autres dans lesquels on va considérer que, en SHS, par exemple, on aura tendance à considérer qu'une enquête, par exemple, faite par un sociologue, les données ne sont pas propriété du labo. C'est vraiment le travail d'enquête fait par le chercheur. Donc, c'est vraiment variable suivant le labo et la discipline dans laquelle vous travaillez. Et si ce sont des données qui font intervenir des tiers, par exemple une enquête dans laquelle vous enregistrez des gens, les gens qui vous parlent ont aussi un droit d'auteur sur ce qu'ils vous ont dit. Donc, il faut leur demander leur autorisation aussi. Moi, j'aurais une question par rapport à ce que vous nous avez présenté. Là, en fait, c'est extrait du droit français. En fait, si, par exemple, j'étais amené à plagier un texte écrit par un Indien, que je suis français et que je veux publier dans une revue américaine, finalement, c'est quelle législation qui va La Convention de Berne, il y a vraiment peu de pays dans lesquels elle ne s'applique pas. Elle s'applique en Inde. Hein. Donc il y a un droit moral en Inde. Elle ne s'applique pas dans certains pays d'Europe, d'Asie centrale. Je pense que vous pouvez, à mon avis, Kazakhstan, Tchétchénie, voilà, il y a des pays comme ça dans lesquels elle n'est pas appliquée. Il y a quelques pays d'Afrique noire, mais ils ne sont pas très nombreux. Il y en a 5 ou 6. Il y a 2 ou 3 pays d'Asie. Enfin, c'est pas... Il y a vraiment assez peu de pays dans lesquels le cas de figure peut se produire. Mais effectivement, si ça existe, si vous allez publier dans un pays qui n'applique pas la Convention de Berne et qui n'a pas de droit moral, effectivement. Moi, j'avais une question plutôt sur les images, hein, parce qu'en fait, je fais de la communication et je suis particulièrement sensible au pouvoir des images. Mais du coup, il faut pouvoir les diffuser, ces images. Et si elles sont complètement réservées par des droits et que les éditeurs bloquent complètement cette diffusion, en plus aujourd'hui c'est le buzz, il faut qu'il y ait un multi-support et qu'on diffuse un maximum. Comment est-ce qu'on fait si, je me demandais si le chercheur pouvait négocier, ou le doctorant d'ailleurs, est-ce que le doctorant est propriétaire de ces images? Alors, et puis si du coup il y avait une marge de négociation avec ces éditeurs? Il y a déjà un certain nombre d'images qui sont vraiment librement réutilisables qu'on peut trouver par exemple sur le site du CERIMES. Il y a une banque de données d'images scientifiques. Je parle des images dont les chercheurs sont créateurs. Je ne parle pas d'aller chercher des images libres de droit. À ce moment-là, s'ils sont créateurs d'images, c'est eux qui possèdent les droits, ils la publient librement. Oui, effectivement, s'ils ont cédé la totalité à l'éditeur, si quelqu'un veut réutiliser, il faut qu'il demande à l'éditeur. Oui, mais si tu veux reproduire et réexploiter, reproduire et réexploiter, tu dois contacter l'éditeur. Si tu veux. Mais on doit aussi contacter l'auteur pour qu'il accepte au nom de toujours sa propriété morale de l'œuvre que quelqu'un réutilise sa création. Voilà, mais si en plus il a cédé à un éditeur à titre exclusif tous les droits patrimoniaux d'exploitation de toute son œuvre, il faudra en plus que l'éditeur fixe ses conditions. Oui, j'avais une question qui était vraiment reliée à ça. C'était justement le problème du droit sur, de la réutilisation d'images d'un article. Quel est le niveau de modification d'une figure ou d'un dessin, etc.,
qui fait qu'on peut se permettre, en refaisant, puisqu'on a le document initial, et c'est facile de faire des modifications, pour pouvoir le publier indépendamment de toute autorisation d'un éditeur à qui on a transféré le copyright. En droit Zéro, strict, c'est-à-dire oui. Bah, attendez, le fait que j'ai créé une image ou une figure et que dans cette figure, éventuellement, je n'ai pas rentré absolument toutes les données que j'avais ou que j'en ai acquises de nouvelles et que je peux améliorer la figure en donnant plus de données, donc du coup en changeant un peu la forme de la figure, Mais à ce moment-là, ça m'appartient, non ? Oui, mais c'est plus la même. Mais non, mais attendez, à l'éditeur, je lui ai envoyé un article sur lequel il y avait une figure avec des données qui ont été obtenues en 2000. Depuis 2000, j'ai acquis quelques données supplémentaires qui font que ça ne change pas fondamentalement le message de la figure, mais en revanche, ça change sa forme. Et donc, du coup, si je change la forme, la figure n'est plus celle dont j'ai donné le copyright à l'éditeur. Non, mais c'est plus la même figure, effectivement. C'est une nouvelle figure. Voilà, non mais quel est le niveau de différence? C'est-à-dire que si j'ai rajouté, si j'avais 100 données pour faire la première figure et que j'en ai rajouté, on va dire 5 ou 10 depuis, ça ne va pas modifier fondamentalement la forme de la figure. Donc c'est pour ça que je pose la question, quel est le niveau de modification qui crée une différence suffisante pour ne pas avoir avoir l'autorisation? Ce sont les données qu'il y a derrière. C'est pas parce qu'à un moment vous cédez les droits sur un article dans lequel il y a un camembert que vous n'avez plus le droit de faire de camembert ensuite. Voilà. C'est vraiment les données mises en valeur par la figure dans ce cas-là. Donc à partir du moment où vous changez les données qui sont traduites sous forme graphique, c'est une nouvelle figure. Je voulais savoir, en cas de traduction, hypothèse, donc je tombe sur un article qui est écrit en chinois, donc je le traduis en français. Le fait de le traduire, très souvent, ça s'apparente à une réécriture totale. Quid là de la paternité Vous êtes mentionné comme traducteur. Le traducteur, il a un statut d'auteur secondaire, on va dire, un petit peu. Mais vous êtes mentionné comme traducteur. En revanche, là encore, pour traduire, il faudra l'accord de l'auteur original et éventuellement de son éditeur, s'il avait un éditeur. Pour que vous traduisiez à titre privé, rien que pour vous, ça, vous n'avez besoin de l'accord de personne. Mais à partir du moment où vous voudrez rendre publique votre traduction, il faudra leur accord. Je voudrais dire aussi que l'interprétation stricte, c'est extrêmement rigide. Dans la pratique, on fait tous parfois des petits écarts. Hein. On a vu les manuscrits d'Einstein. Voilà. On n'avait pas forcément demandé l'autorisation. Moi, je vous ai mentionné des copies de contrats dans le diaporama qui sont en libre accès sur Internet. Hein, mais je n'ai pas demandé l'autorisation aux revues d'intégrer ça à mon PowerPoint. Donc, voilà, il faut savoir que dans la pratique, il y a toujours quelques écarts, mais vraiment, en gros, ça, je suis obligée. Je n'ai pas le choix. La charte graphique, oui, je n'ai même pas le droit d'utiliser une autre, mais voilà. Ne perdez pas de vue, enfin voilà, quand vous êtes publiant, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous attendez qu'on respecte de votre droit? Voilà, posez-vous toujours la question. Hein. Les contraintes que vous vous imposez, c'est aussi des avantages que vous aurez en tant qu'auteur. Juste un petit complément à propos des bases de données. Il existe l'ODBL, c'est-à-dire Open Database License, qui rentre dans le cadre des Creative Commons, qui est spécifique aux bases de données. Et vous avez un logo qui vous permet de dire que les données sont librement exploitables sans aucune contrainte. Et vous avez un autre logo qui comporte les mêmes caractéristiques que les Creative Commons, c'est-à-dire obligation de citer la source et éventuellement possibilité de remixage, de modification ou générant l'obligation de créer aussi une licence du même type si on réexploite ou si on modifie la base de données. Donc ces logos sont très clairs et ils ont l'avantage de supprimer toute ambiguïté par rapport à la publication des données.
alors que au NCBI, par exemple, pour les données, les bases de données génétiques, eh bien, ils vous disent que le NCBI vous les offre en toute liberté, que vous en faites l'usage que vous voulez, mais que dans l'hypothèse où certaines de ces données feraient l'objet ultérieurement d'un dépôt de brevet ou de droit particulier, le NCBI, au moment où vous les offre, l'ignore et que vous courez éventuellement le risque de vous mettre en contravention. Alors que s'il y a le logo, là, il n'y a aucune ambiguïté. C'est l'avantage du logo de Creative Commons, de l'Open Database License. C'était pour revenir au départ au problème de la crise, et donc, puisque vous parlez du droit d'auteur, le fait qu'on transmette ce droit d'auteur aux éditeurs qui crée le problème qui a été évoqué par la première intervenante. On citait donc la première intervenante citait les deux actions qui ont été faites il y a 6 mois, mais est-ce qu'il y a réellement au niveau de la communauté internationale scientifique une envie qu'il y ait un changement dans le fonctionnement. Typiquement, ce sont ceux qui produisent des publications, enfin en tout cas un certain nombre de ceux qui produisent des publications qui sont aussi les évaluateurs, les reviewers. C'est clair que si les reviewers décident du jour au lendemain de ne plus reviewer de papier des revues, le système s'arrête immédiatement, car ce ne sont pas les éditeurs qui vont pouvoir, les quelques éditeurs qui ont un intérêt à rester parce qu'ils ont des éditeurs scientifiques, je parle, des revues qui ont un intérêt parce qu'ils reçoivent une indemnité de l'éditeur commercial pour faire le boulot qu'ils font. Et c'est normal, je ne critique pas cette situation. Il est clair que ces éditeurs ne seront incapables de faire le boulot de review de tous les articles de la revue dont ils sont éditeurs. Donc, quand je vois ces boycotts ou ces initiatives, c'est très bien, mais c'est clair qu'une prise de conscience par Internet internationale en disant vous qui reviewez, arrêtez de refuser toutes les revues, le système s'arrête. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a quelque part, vous qui avez vu des choses un peu générales, une idée qui pourrait surgir à ce niveau? Honnêtement, le fait que le système existe encore, ça prouve bien que la prise de conscience, elle n'a pas été suffisante pour le mettre à bas. Donc... Si je peux juste compléter, en fait, le système, en ce moment, c'est quand même un cercle vicieux, parce que les chercheurs ont besoin de l'évaluation et des revues pour survivre. C'est-à-dire tout le système de la recherche est basé là-dessus. Et donc, tant qu'on est là-dessus, en fait, il faudrait quitter la question de l'évaluation et que la revue et la publication ne soient plus l'élément central de l'évaluation de la recherche pour qu'on puisse quitter ce système. Mais pour l'instant, c'est un système qui se mord la queue, en fait. Donc, il y a une dépendance. Les chercheurs se sont mis en situation d'autodépendance par rapport à ça. Je pense qu'il y a les services juridiques des universités ou du CNRS qui auraient peut-être un rôle à jouer là-dedans. À savoir qu'un contrat d'édition, ça se négocie. Finalement, la plus grande difficulté qu'on a avec les éditeurs, parfois, c'est que justement, on a peu de pouvoir de négociation. Et la négociation, elle passe par des aspects financiers, mais aussi par des aspects de droit. Et ça, je pense que les institutions, le gouvernement en général en France, n'a pas du tout appréhendé ce problème-là par le biais de la propriété intellectuelle. Voilà, c'était un complément.